Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Schubert. Spécialiste incontestable des séries, Alain Carazé publie un nouveau livre intitulé Les Nouveaux Feuilletonistes, paru aux éditions Fantasque, une bible de plus de 600 pages qui réunit ses meilleures interviews des acteurs et des créateurs de séries et qui nous explique comment les séries américaines ont révolutionné la fiction télé. Alain Carazé, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour, tout d'abord, pourquoi ce terme de feuilletoniste qui paraît finalement assez désuet ? C'est un peu désuet, mais on a cherché avec mon éditeur un terme qui convient plus. Dans les années 80-90, on les appelait producteurs exécutifs. Maintenant, parce que c'est un peu la mode, on les appelle showrunners, savoir littéralement directeur de fiction. Et on a trouvé que le mot feuilletoniste collait bien parce que ça se rapportait véritablement à ce qu'étaient les feuilletonistes dans les années 30-40. Enfin, je veux dire, tous ces gens qui écrivaient dans les quotidiens. Et la série télé est issue de ça. C'est issu à la fois du cinéma, du feuilleton cinématographique, des grandes histoires racontées dans les grands quotidiens, et ainsi de suite. Donc, on a jugé que le mot feuilletoniste était à l'écart de toute mode. Expliquez-nous l'importance du créateur d'une série. Crucial. On imagine qu'une série télé, c'est un peu comme un film. Il suffit d'avoir un scénariste, un réalisateur, et hop, c'est parti. C'est pas vrai du tout. Parce que pour une série télé, à partir du moment où il y a 12, 15, 25 épisodes qui s'enchaînent, il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Il ne faut pas que l'épisode 40 soit différent dans la personnalité des protagonistes que l'épisode 12, que l'épisode 13. Donc, il faut quelqu'un qui soit à la tête de ça et qui soit pas simplement scénariste, mais qui dirige l'ensemble. C'est ça, qui soit dans la tête de la série, quoi, finalement, dans la tête des personnages, qui donne les indications sur l'évolution de la série. Il faut qu'il vive les personnages, il faut qu'il donne des indications à tous les gens qui sont autour de lui pour savoir quelle est la couleur du décor, quelle est la vedette invitée, qu'est-ce qu'il doit dire, comment doit-il le dire, de quelle façon. Par exemple, dans le bouquin, je retrace Brian Clemens, qui est un des créateurs de Chapeau melon et bottes de cuir. On n'imagine pas qu'il a décidé depuis le début que, par exemple, l'épisode de Chapeau melon et bottes de cuir se déroulait dans un univers qui n'était absolument pas l'univers réel. Si vous regardez bien, il n'y a jamais personne dans les rues. En extérieur, il n'y a jamais personne. Quand il traverse Londres en voiture, c'est à travers la campagne, il n'y a jamais personne. Tout simplement parce que, dans sa tête, pour lui, l'univers de Chapeau melon et bottes de cuir est tellement surréaliste qu'il ne peut pas coller avec un univers cohérent et avec un univers contemporain. Donc tout ça est pensé dans la tête de ces gens, tout ça doit être cohérent épisode après épisode, et la plupart de ces gens-là, les showrunners et les producteurs exécutifs, n'ont pas de vie pendant 9 mois de l'année. Ah oui, parce qu'ils travaillent en permanence aussi à l'évolution de la série. Et ça, c'est aussi passionnant parce qu'on le sait, aux États-Unis, les séries, elles évoluent en temps réel parce qu'elles sont tournées en même temps qu'elles sont diffusées. C'est un des grands enjeux de la fiction française, par exemple, c'est d'essayer non pas de faire comme les Américains, mais essayer d'industrialiser leurs séries, de faire un peu de la même façon. Il n'y a que Plus belle la vie qui fonctionne un peu comme ça en France. Exactement, avec un pool de scénaristes. Et qui peut être réactif à l'actualité. Complètement. Alors que c'est impossible d'imaginer qu'on puisse confier à quelqu'un les clés d'une série qu'il va écrire pendant 1 an et demi, puis ensuite qu'on va la tourner, puis ça donne des séries, comme on l'a vu en France, qui ont une nouvelle saison tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est plus possible. Oui, on doit attendre un laps de temps très long entre 2 saisons. Et il y a tellement de séries, il y en a plus de 450 rien qu'aux États-Unis en ce moment. On ne peut pas attendre. Donc il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui dirige, mais aussi un pool d'auteurs. Il faut en effet que ces gens-là soient complètement impliqués là-dedans. Et le showrunner, quand je dis qu'il n'a pas de vie, c'est-à-dire que du matin au soir, il gère plusieurs épisodes en même temps. Il y a un épisode qui est en cours de montage, un épisode qui est en cours de tournage, un épisode qui est en cours de scénario, un épisode en cours de préparation. Et dans sa tête, il doit avoir absolument ça présent. Il doit diriger tout le monde et il doit prendre 40 décisions à la minute. C'est un petit peu moins depuis l'apparition de Netflix qui propose des séries tournées en un seul coup, puisqu'elles sont disponibles. C'est pareil, elles sont tournées en un seul coup, mais on demande aussi aux showrunners et aux producteurs de faire une saison par an. Donc de faire 12, 13 épisodes par an. Donc ça veut dire pour eux que, en effet, ce n'est pas obligatoirement en temps réel. Ils ne peuvent plus savoir exactement ce que va ressentir le public. Ils doivent décider en amont de tout. Et ça peut être utile pour le tournage. Mais sinon, c'est un peu pareil quelque part. C'est sûr. Alors vous avez rencontré tout le monde, Alain Carazé, tout le Hollywood des séries télé. Et dans le bouquin, interview de Leonard Nimoy, alias Monsieur Spock, dans Star Trek, Chris Carter, le créateur d'X-Files, le père de Game of Thrones, Robert Conrad, des Mystères de l'Ouest. Qui vous a le plus marqué ? Patrick McGowan. Patrick McGowan, c'est l'interprète et le créateur du Prisonnier. Vous vous souvenez de cette série des années 60 le numéro 6, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est quelqu'un qui était, en 1968, complètement à part du milieu hollywoodien, qui a créé le prisonnier alors qu'il avait du succès dans des séries, dans des films d'espionnage, en se disant « Je sais que je vais foutre en l'air ma carrière, mais c'est pas grave, j'ai envie de faire une œuvre. » Non mais grosso modo c'était ça, hein, franchement. Et il a fait son œuvre, et après il est allé à Hollywood, il a fait 2-3 choses qui l'intéressaient, comme des Columbo, rien de plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas profité de ça pour devenir une superstar, devenir James Bond ou des choses comme ça. Moi j'ai beaucoup de vénération
pour quelqu'un qui ose justement comme ça se dire je vais bousculer les règles. Et alors vous avez interviewé tout le monde, mais alors il n'y a pas Shonda Rhimes qui est pourtant la reine des séries américaines en ce moment avec Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Pourquoi c'est moins votre cam, Shonda Rhimes? Alors complètement, mais elle est très difficile d'accès, c'est relativement récent. Elle était au MIPCOM il y a 2 mois à peine, donc j'ai réussi un peu à l'approcher, mais j'ai approché surtout sa productrice exécutive. Elle sera Betsy Beer, la productrice exécutive qui travaille auprès de Shonda Rhimes, dans le prochain bouquin. Ah bah voilà, donc vous nous l'annoncez ce Il y en a matin un autre. sur Europe 1. Une dernière question, quelle est la meilleure série de tous les temps pour vous, Alain Carazé? Le prisonnier. Le prisonnier. Il y a aussi le Street Blues, il y a aussi Non, Soprano. on a dit une, Alain. Le prisonnier. Le Allez, prisonnier, à tout de s'il y a une suite. série qu'il faut voir, c'est le prisonnier.